BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va vous raconter des histoires, des anecdotes autour du Bitcoin. Et notre père castor du jour qui est avec nous, c'est Lilian Aliaga. Bonjour Lilian, bonjour, journaliste chez Cryptost notamment. On va voir que oui, avec beaucoup de chance, eh bien, vous pouvez miner du Bitcoin seul et remporter plus de 200 000 $ d'un coup. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à un mineur isolé récemment. Et puis BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a reçu son premier airdrop. Ça paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Enfin, Bitcoin est de plus en plus rare, mais désormais, certaines fractions de Bitcoin, les Satoshi, valent plus qu'un Bitcoin entier. Et puis, on va parler d'argent, d'investissement, et puis ça tombe bien, puisque pour cela, nous recevons le cofondateur du média Hawk Invest, Artem Signakin. Bonjour Artem. Bonjour Amaury, merci encore pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, on parlera notamment des blockchains zombies. Qu'est-ce que c'est ? Faut-il s'en méfier ? Faut-il éviter d'y investir ? Et aussi les ventes privées de tokens, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire la possibilité d'acheter un token avant qu'il soit listé sur une plateforme d'échange officielle, on va dire. Ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous, investisseurs particuliers, c'est une bonne affaire ou alors vous deviez vous en méfier ? Enfin, on abordera évidemment les narratives susceptibles de porter le prochain bull run qui devrait arriver bientôt, peut-être, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on commence par les anecdotes sur le Bitcoin avec Lilian Aliaga, donc journaliste chez Cryptost. Lilian, ouais, si c'est comme ça, je vais peut-être acheter des machines et me mettre à miner du Bitcoin. Donc ça veut dire que là, on branche des machines seules et on a une chance sur 5000 à peu près de potentiellement recevoir au cours actuel un peu plus de 200 000 $ de Bitcoin. Alors, l'histoire, elle pourrait ressembler à ça sur le papier. En réalité, c'est pas vraiment ça. Vous allez voir, il y a un petit détail. Mais en effet, c'est une des anecdotes qu'on a pu suivre cette semaine dans l'écosystème de Bitcoin, puisqu'on a un mineur individuel qui a réussi à obtenir la fameuse récompense de miner un bloc de Bitcoin. Un bloc de Bitcoin, comme vous le savez, ça arrive toutes les 10 minutes. Et c'est une bataille entre tous les mineurs qui contribuent au réseau pour essayer d'être celui qui justement va réussir à ajouter ce bloc à la blockchain et qui empoche la récompense qui désormais vaut 3,125 Bitcoin plus quelques fractions en fonction des frais. Et donc on a eu la surprise de voir qu'on a un mineur individuel qui a obtenu cette récompense. Pourquoi est-ce que c'est une surprise ? Parce que si on regarde sur les dernières années, sur les 10 dernières années, ça se compte sur les doigts de une ou deux mains, ce genre d'événement. C'est très très rare parce qu'en fait, depuis que la difficulté de minage sur le réseau, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont dessus, qui essayent de miner du Bitcoin. Le fameux hash rate est élevé. Il ne cesse d'augmenter depuis des années et des années. Il atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, les mineurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent ensemble, ils se réunissent, ils se connectent à ce qu'on appelle un pool de minage. Donc en fait, c'est une réunion de mineurs entre eux qui mettent en commun leurs forces pour avoir plus de force de frappe justement, plus de chances de miner un bloc, et ensuite ils se repartagent les récompenses au prorata de ce qu'ils apportent en fait à ce pool de minage. Désormais, c'est comme ça que fonctionnent les mineurs. Il y en a quand même quelques-uns qui essayent de temps en temps de se battre en solo dans leur coin. Et donc là, il y a quelqu'un qui y est arrivé. Concrètement, si on vous donne un peu les calculs, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts en termes de puissance qu'il faut mettre, mais c'est une chance sur 3 millions que ça arrive. Et si on regarde un petit peu plus la personne en particulier, en réalité, en fait, c'était pas vraiment quelqu'un qui avait sa petite machine chez lui. C'était plutôt quelqu'un qui avait la puissance de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de machines de minage. Donc c'était vraisemblablement une sorte de data center qui s'était déconnecté de son pool de minage et qui s'était dit, avec le halving et le fait que les récompenses diminuent, la rentabilité n'est plus suffisante. Et il s'est dit, je vais tenter d'y aller tout seul, entre guillemets. Mais bon, on n'est pas sur un mineur à la maison avec sa machine, malheureusement. Bon, en tout cas, il ou elle, la personne en question, a plutôt bien fait de miner à ce moment-là. Effectivement, là, on n'est pas vraiment sur un mineur isolé. Du coup, on est plutôt sur un professionnel du mining qui a quitté sa pool de mining temporairement. C'est une fausse définition de mineur indépendant ou isolé. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent, si vous essayez de le faire chez vous en achetant votre propre machine, vous avez grosso modo une chance sur 3 millions pour obtenir ça. Vous multipliez par 10 minutes, ça vous donne à peu près le temps qu'il faudra attendre pour espérer réussir à miner un bloc de Bitcoin si la difficulté de minage ne monte pas. Donc malheureusement, ne vous faites pas trop d'illusions, c'est pas encore possible. Effectivement, pas sûr que ce soit extrêmement rentable. Bon, puis l'autre histoire, Lilian, c'est BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, qui a, on le rappelle, approuvé plus de 10 ETF Bitcoin Spot en début d'année, qui a reçu son premier airdrop. Donc on peut peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un airdrop, ce qu'est un airdrop, et on verra pourquoi du coup c'est assez dingue que ce soit BlackRock qui Exactement. ce genre de cadeau de la blockchain. Un airdrop, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais pour le rappeler un petit peu, c'est un mécanisme qui est assez propre à l'écosystème des cryptos. En fait, quand un projet dans les cryptos décide d'émettre un token, donc sa propre crypto-monnaie,
souvent, il va décider de réserver une petite partie de son allocation de tokens pour les distribuer gratuitement à sa communauté. Donc, c'est-à-dire aux personnes qui vont contribuer au fonctionnement du protocole très tôt. Donc, il y a évidemment toujours des critères à respecter pour être éligible à ces airdrops. Mais voilà, on voit cette tendance qui se développe de plus en plus dans l'écosystème avec beaucoup de personnes qui essayent d'aller chasser justement ces airdrops parce que c'est de l'argent entre guillemets gratuit qui tombe dans votre portefeuille à condition d'avoir respecté quelques conditions. Et donc là, on parle d'un airdrop sur le protocole Rune sur Bitcoin. Ce qu'il faut savoir avec Rune, c'est que c'est un protocole qui a été lancé par Kasei Rodarmor. La personne qui a lancé Ordinals, et je l'introduis ici puisqu'on en reparlera dans la prochaine anecdote, c'est le fameux protocole qui a permis de créer des tokens et des NFT sur Bitcoin. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Et donc Rune, en fait, ce protocole annonçait le lancement d'un token et pour y être éligible, il fallait détenir soit des satoshi qui étaient associés à des images ou des inscriptions. Bref, il y avait quelques critères comme ça et il s'est avéré que dans les portefeuilles de Bitcoin que détenait BlackRock, ils avaient certains de ces satoshi-là qui les rendaient éligibles finalement sans forcément qu'ils soient au courant de... Donc c'était un hasard finalement, c'est-à-dire que voilà, BlackRock, et je crois que d'ailleurs BlackRock dans les ETF détient plus de 4% des bitcoins en circulation, donc il y avait quand même quelques chances pour qu'il y en ait un peu dans les mailles de leur filet entre guillemets. Donc sans le savoir, ils étaient éligibles à cet airdrop. Et ils ont donc reçu des fameux tokens Rune, c'est ça? Exactement, d'une valeur d'environ, au cours actuel, quelque chose comme 20-25 000 $. Mais ça soulève, on va dire, une autre question, celle que il y aura de plus en plus d'airdrops comme ça qui vont être récupérés par les gestionnaires d'actifs où ils vont obtenir des cadeaux, des airdrops, etc. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Vraisemblablement, je pense qu'au vu de ce que gère BlackRock, ils vont absolument pas décider de garder ces tokens ou alors ils vont certainement même pas y toucher. Mais on risque de voir de plus en plus à l'avenir ce genre d'événement-là. Oui, c'est intéressant. Donc finalement, et même des institutionnels pourraient profiter indirectement de... On va dire que ce qui était amusant dans cette anecdote, c'est de savoir qu'un institutionnel comme BlackRock se retrouvait avec un airdrop d'un token qui vraisemblablement n'a pas d'utilité, n'a pas vraiment de valeur intrinsèque, et qu'il se retrouve en fait propulsé comme ça dans cet écosystème des cryptos où on peut voir des événements complètement improbables alors qu'on parle d'institutionnels aux États-Unis qui ne connaissaient vraisemblablement rien à cet écosystème auparavant. C'est plutôt ça qui est amusant avec cette anecdote. Bon, puis ce qui est amusant aussi, c'est qu'on va parler des Satoshi, donc c'est des fractions de Bitcoin. Je crois que dans un Bitcoin, il y a quoi? Il y a 100 millions de Satoshi. 100 millions de Satoshi. C'est ça, voilà, 100 millions de Satoshi, donc bon, c'est une très petite portion de Bitcoin. Mais ce qui est incroyable, c'est que on a vu qu'il y a un Satoshi qui a été vendu aux enchères 2,1 millions de dollars. Comment ça se fait que Lilian, un Satoshi, qui est un 100 millionième de Bitcoin, puisse valoir beaucoup plus qu'un Bitcoin entier? Alors c'est une vraie question, c'est une question qui fait grincer des dents certains des anciens Bitcoiners parce qu'on va parler d'un protocole, celui que j'ai introduit tout à l'heure, qui s'appelle Ordinals. Protocole qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant par Kasei Rodarmor, donc un ancien développeur de Bitcoin Core, qui en fait a créé un concept, c'est celui de dire que à partir du moment où on peut retracer toutes les transactions sur Bitcoin et donc tous les mouvements de cette plus petite unité de Bitcoin qui est donc un 100 millionième de Bitcoin, eh ben on peut savoir d'où est-ce qu'ils viennent concrètement. Et on peut les numéroter dans l'ordre où ils sont arrivés sur le réseau, puisque, comme on le sait, tous les 10 minutes environ, tous les blocs, on a un certain nombre de Bitcoins qui sont créés. Eh bien, chacun de ces Bitcoins détient des Satoshi à l'intérieur et chaque Satoshi, en fait, arrive finalement à la queue leu. Et donc, on peut savoir quel est le numéro de ce Satoshi dans l'ordre. Et à partir de là, il a créé ce mécanisme de rareté. C'est lui qui l'a introduit, mais vous allez voir que c'est quand même assez cohérent par rapport à la construction de Bitcoin. En fait, vous avez l'immense majorité des Satoshi qui sont des dits communs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de particularité. Vous avez les uncommon, donc les non communs, c'est ceux qui arrivent juste après, enfin dans le bloc qui suit, enfin le premier en fait finalement de chaque bloc, on va dire. Leur particularité, c'est uniquement entre guillemets leur numérotation d'émission. C'est ça? Exactement. Et en fait, à partir de là, on peut créer ce classement. Donc tous les blocs, il y a un premier Satoshi qui est créé. Donc celui-là, bon, on va dire qu'il est commun. Il y en a un toutes les 10 minutes, donc c'est pas aussi rare que ça. Après, vous avez tous les 15 jours sur Bitcoin, on a un ajustement de la difficulté de minage. C'est un événement important. Le premier Satoshi qui vient ensuite, on dit qu'il est rare. Ensuite, il y a le epic. Et le epic, c'est quoi? C'est après chaque halving, le tout premier Bitcoin qui arrive dans le bloc qui suit le halving. Celui-là, on dit qu'il est épique. Et donc là, c'était le 4e qui était miné à l'occasion du halving récemment. Et c'est celui-là qui a été vendu aux enchères.
il est rare parce que le tout premier de ces Satoshi épiques, il est détenu par Satoshi Nakamoto et on sait qu'il ne va pas bouger. Les deux suivants, je ne sais pas vraiment par qui ils sont détenus, mais globalement, c'est quand même des Satoshi qui sont très très rares en fait. Donc en tout, il y en aura, je crois, 33 halving, donc on aura 33 Exactement. Satoshi théoriquement de cette valeur-là. Et donc finalement, je pense que la personne qui a acheté ça, on ne sait pas vraiment qui c'est. En tout cas, je ne crois pas qu'elle a été, que son identité a été révélée, mais c'est certainement quelqu'un qui est un fan de Bitcoin et de ce côté-là, de se dire, je détiens, on va dire, une partie de l'histoire de Bitcoin aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec cette histoire et cette anecdote, c'est que le pool de minage, on en parlait aussi tout à l'heure, qui a miné ce bloc-là, a décidé de se séparer les gains qu'ils ont fait avec cette vente aux enchères dans tous les mineurs de leur pool. Donc c'est aussi une manière de les récompenser. Donc je trouvais ça aussi très intéressant. Bon voilà, on partage, les mineurs se partagent les gains entre eux. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, voilà, il coûte pour l'instant 2,1 millions de dollars. Voilà, donc peut-être que ça montera encore. On ne sait pas. Peut-être que ça montera, mais il faut le dire, c'est quand même une partie de l'histoire de Bitcoin. Personnellement, je trouve que c'est assez joli de se dire qu'on peut détenir comme ça un peu, un morceau de l'histoire de Bitcoin. Oui, une fraction de Bitcoin qu'on met dans un musée, quoi. C'est ça, Artem ? C'était une bonne semaine en fait pour les ventes aux enchères de tout ce qui touche un peu au Bitcoin. On a eu également la vente de ce petit bout de papier où c'était écrit Buy Bitcoin qui était affiché derrière Janet Yellen lors de sa conférence au Congrès, il me semble, qui s'est vendu également aux enchères, qui a été racheté par un gars qui avait un pull Tether, ironiquement, donc qui représentait de l'art digital. Donc c'était cette semaine également de mémoire. Donc oui, bien sûr, c'est tous les éléments qui font partie de cette culture de Bitcoin. Et là, en l'occurrence, encore l'innovation au sein de Bitcoin, puisque Ordinals, c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, dans l'écosystème. Pour ajouter un petit élément là-dessus, évidemment, tout le monde n'a pas 2 millions de dollars à débourser pour acheter ce Satoshi, ou même celui de la catégorie de rareté en dessous, c'était 3 bitcoins, je crois, qu'il s'est vendu il y a quelques mois. Il y a d'autres systèmes de rareté qui ont été ajoutés par la communauté. Et par exemple, ces systèmes de rareté, ça va être dans les 10 000 bitcoins qui ont été dépensés par celui qui a acheté, vous savez, les 2 pizzas, le fameux Pizza Day. Dans ces 10 000 bitcoins, vous avez évidemment donc 10 000 fois 100 millions de Satoshi. Vous pouvez aussi acheter un de ces Satoshi là, ou vous pouvez acheter un des Satoshi de la première transaction de Satoshi Nakamoto, etc. Il y a d'autres parties de l'histoire de Bitcoin qui ont été ajoutées, qui ont été classifiées comme ça. Donc vous pouvez, à moindre coût, on va dire, garder quand même une petite partie de l'histoire de Bitcoin. Il y a ce genre de manière-là de faire. Je trouve ça assez intéressant, assez joli en tout cas pour ceux qui sont adeptes. Vous offrir une fraction de l'histoire de Bitcoin, en tout cas c'est possible. Enfin, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de quel. On ne parle pas d'investissement pour le coup. Là, ça n'est vraiment pas un investissement, vraiment. Voilà, il faut vraiment être passionné. Voilà, faut vraiment se dire voilà, j'ai un petit musée dans mon wallet. C'est un peu ça. Mais justement, l'investissement, Artem, on va en parler maintenant. On va commencer par les blockchains zombies. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a Forbes qui a publié une liste de 20 blockchains qui, selon eux, seraient zombies. Déjà, pour commencer, c'est quoi une blockchain zombie, Artem ? Alors déjà, cette liste a été publiée donc fin mars. On l'a republiée cette semaine avec Hawk et ça nous a valu beaucoup de commentaires un peu forts de la part de la communauté puisqu'il y a 20 blockchains qui sont cités dedans. Les blockchains qui sont cités, elles ont été classifiées en tant que zombies. C'est parce qu'elles ont plus de 1 milliard de dollars de capitalisation. Et en final, d'après l'article de Forbes et de la personne qui l'a rédigé, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dessus. Et donc au final, à part la spéculation, ces blockchains n'ont pas de grande utilité aujourd'hui, selon le rédacteur toujours. C'est un peu comme si dans la finance traditionnelle, on investissait dans une entreprise juste dans les murs, mais que derrière, il n'y a personne qui travaille à l'intérieur, il se passe plus grand-chose, c'est ça ? C'est ça, en fait, le terme zombie dans la finance traditionnelle, il est bien connu. Les entreprises zombies sont des entreprises qui ne sont pas efficaces, des entreprises qui sont endettées, qui juste ne font qu'exister, en fait, comme un zombie. Là, c'est à peu près le même constat. Ça veut dire qu'on essaye de maintenir ces blockchains en vie, mais en réalité, leur jeton n'est que spéculation et ça ne sert à rien. Donc, il y avait 20 blockchains... 20 blockchains en tout là-dedans. Et sur quels critères ils se basent du coup pour décréter, bon, ça y est, nous on décide que cette blockchain, on estime que c'est une blockchain zombie ? Donc en fait, déjà c'est 1 milliard de capitalisation, c'était le premier critère. On est dans le top 77 de toutes les crypto-monnaies qui existent. Et ensuite, puisqu'on parle des blockchains, on parle des Layer 1. Les Layer 1 qui sont les blockchains d'infrastructure qui permettent en fait aux différents projets de construire quelque chose dessus ou avoir un transfert de valeur. Donc en fait, on va retrouver en grande majorité des concurrents à Bitcoin ou à Ethereum. Je ne vais pas toutes les citer, mais donc aujourd'hui, il y avait quelques commentaires qui étaient assez rigolos, qui étaient cités à côté. Donc, par exemple, usage minuscule.
pour par exemple RVAV, qui est un protocole où on peut stocker des données sur la blockchain, a une énorme trésor pour Stellar et finalement la blockchain Tezos, qui est une blockchain française, la blockchain très peu utilisée avec une énorme trésorerie. C'était le commentaire qui était laissé pour qualifier Tezos pour le coup par l'auteur. Qui laisse les commentaires? Là on parle de Forbes? Exactement, oui. Okay. Donc en fait c'est un énorme tableau avec toutes les blockchains, la capitalisation, quelques métriques et à droite le commentaire de l'auteur. Et donc ces commentaires-là ont valu beaucoup de haine envers la personne qui a rédigé cet article-là. Mais en fait on se retrouve dans ce constat qu'on a souvent dans l'écosystème crypto, c'est que sur le très long terme, 99% des crypto-monnaies ou des tokens ne vont potentiellement pas trouver leur intérêt, ne vont potentiellement pas exister, ou vont avoir un usage unique. Aujourd'hui, les deux blockchains qui se distinguent, et c'est sur ça que s'est basé l'auteur de cet article-là, c'est Bitcoin et Ethereum. Et aujourd'hui, ces deux blockchains-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles étaient pionnières dans leur proposition de valeur. Bitcoin, c'était le transfert de valeur, la première blockchain, le fait de pouvoir posséder son argent. Et l'Ethereum, c'était un peu Internet des blockchains où tu peux en fait bâtir ton application dessus. Le fait d'être rentré en premier et avoir mis ces cas d'usage sur leur propre blockchain fait en sorte que ils ont beaucoup plus d'utilisateurs, ils ont beaucoup plus de développeurs, ils ont beaucoup plus d'applications qui se construisent dessus et forcément plus d'utilité. Bon, donc finalement, pour résumer, là, les blockchains zombies, c'est un peu des blockchains qui ne sont pas utilisés finalement par d'autres projets crypto sur lesquels il ne se passe pas grand-chose. Donc pour résumer, 1 milliard de capitalisation boursière et derrière, on estime que il ne se passe pas grand-chose, mais les tokens sont toujours en circulation, elles sont toujours valorisées. Les blockchains sont toujours fonctionnelles. Et elles sont fonctionnelles, oui, bien sûr. Ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment de cas d'usage, en tout cas actuellement dessus, c'est ça? C'est ça, ou alors très peu de cas d'usage, mais par exemple, il y avait des blockchains qui étaient inclus dedans avec lesquels, moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord. Je peux citer par exemple Monero, qui est plus utilisé en tant que crypto-monnaie de privacy. Donc, où c'est impossible de tracer les transactions. Donc, ça a un cas d'usage qui est bien précis et que l'auteur de l'article n'a pas forcément pris en compte. Mais par exemple, aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème crypto global, dans les blockchains qui se sont distingués et qui étaient arrivés un peu en compétition à Ethereum, on peut citer Solana, qui a réussi à construire une vraie communauté, énormément de cas d'usage, énormément de partenariats dans le monde réel également, qui a su tirer son épingle du jeu. Donc Solana n'est pas dans la liste. Solana n'est pas dans la liste et quand on regarde aujourd'hui, c'est l'une des blockchains les plus utilisées et avec la plus grosse communauté dans le monde crypto. Et là, Artem, les blockchains qui sont dans cette liste, ça peut évoluer, c'est-à-dire que demain, on peut se dire finalement, on trouve un nouveau cas d'usage ou alors il y a des personnes qui reviennent travailler dessus. Ou, a priori, on peut dire que pour certaines, on sait qu'a priori, ce sera que de la spéculation. C'est assez compliqué à dire dans le sens où il y a plusieurs blockchains de L1 qui sont, encore une fois, les blockchains d'infrastructure où il est possible de construire quelque chose dessus. Je dirais qu'il y a encore de l'espoir et qu'il peut y avoir encore un regain d'intérêt pour ces blockchains-là. Mais à côté de ça, on a par exemple des blockchains comme Ethereum Classic ou Bitcoin Cash ou Bitcoin SV où personnellement je ne vois pas beaucoup d'évolution. Mais encore une fois, il reste à voir comment est-ce que... Ah oui, peut-être une dernière précision, c'est que si ces blockchains sont classés comme des blockchains zombies, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent dessus, ça ne veut pas dire que le token ne va pas s'apprécier. Oui, bien sûr, on va en parler juste après, effectivement, pour c'est important à préciser. Qui nous écoutent. Lilian, pour vous, les blockchains zombies, certaines peuvent revenir à la vie ou alors c'est terminé? Dans cette définition-là, moi je ne suis pas d'accord avec toutes les lignes, notamment Monero, pour reprendre ce que disait Artem. Monero, certes, c'est peut-être pas un réseau qui est extrêmement utilisé, mais parce que finalement le public qui est ciblé n'est pas aussi très nombreux, là on cible simplement ceux qui veulent avoir des transactions parfaitement anonymes à la différence de Bitcoin. Donc pour le coup, je l'exclurais de ce réseau-là. Et après, oui, ces blockchains de layer 1, donc d'infrastructure, elles existent toujours, elles tournent toujours, il y a toujours des applications dessus. Il manque simplement les utilisateurs et peut-être un peu de développeurs. Si demain il se passe quelque chose d'exceptionnel qui attire tout le monde dessus, oui, potentiellement, elles pourront continuer à vivre. Néanmoins, pour l'instant... Donc ça ne sert pas à rien, c'est fonctionnel, c'est juste que... c'est subjectif, encore une fois, mais on estime, en tout cas Forbes estime, dans les 20 qu'ils ont listés, que celles qui sont dans cette liste, il y a une activité dessus, mais qui ne vaut pas plus d'1 milliard de dollars, quoi. C'est ça?
C'est ça, globalement, et par rapport aussi peut-être à la promesse qu'ils avaient, notamment Ripple qui se positionnait en tant que le grand remplaçant du système SWIFT, avec énormément de banques qui étaient intéressées par leurs services au début, qui n'ont pas forcément réussi à accomplir cette promesse. Donc on a aussi ce genre de cas où en fait le projet n'arrive pas. Faire des amis là, ouais. Mais non, mais c'est bien, c'est intéressant de le dire, Lilian. Pour Ripple, c'est que je trouve que c'est difficile de. Je suis pas particulièrement. J'apprécie pas particulièrement ce que fait Ripple ni ce token. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Ripple. Moi, je trouve ça dommage de leur reprocher de ne pas avoir réalisé ses promesses, sachant que ça fait plusieurs années, plus de 6 ans, qu'ils sont en procès avec la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui les a empêchés justement de se développer, qui les a empêchés d'attirer des clients. C'est un peu dommage, je trouve, de les classer là-dedans, parce que dans une certaine mesure, je pense que Ripple aurait pu être, alors à moindre mesure bien sûr, classé comme Bitcoin et Ethereum en tant que tentative d'avoir vraiment les premiers à vouloir essayer de remplacer le réseau Swift, donc, vraiment avec une blockchain conçue pour ça. Là, on parle de blockchain zombie à l'instant T. Évidemment, ça peut évoluer. Juste pour finir là-dessus, donc les investisseurs qui nous écoutent, effectivement, vous l'avez dit Artem tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se valoriser ou au contraire perdre de l'argent. Attention, n'investissez pas dans n'importe quoi et ne mettez évidemment que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Artem, ça veut dire que quelque part, avec si bull run il y a, ou si spéculation il y a, il peut y avoir ça peut être valorisé bien plus d'1 milliard, certaines blockchains, alors que le cas d'usage actuel n'est pas forcément à la hauteur, en tout cas de cette valorisation-là. Oui, bien sûr, et c'est ce que l'auteur d'ailleurs de l'article précise, c'est que ces tokens-là aujourd'hui ne sont utilisés que pour la spéculation. Selon lui, en grande majorité en tout cas. Donc c'est encore une fois, il parle de blockchain zombie en termes d'usage, mais il ne parle pas du tout de gains ou de pertes qu'on peut réaliser si on investit dedans. Bon, et maintenant on parle tout de suite, pour finir, des ventes privées de tokens. Alors c'est intéressant, là on parle de tokens qui sont déjà émis et qui a priori n'ont pas de cas d'usage, en tout cas pour l'instant à la hauteur de leur valorisation. Là on parle, Artem, de tokens finalement qu'on peut acheter avant qu'ils soient listés sur des plateformes d'échange et que tout le monde puisse y avoir accès. Sauf que finalement, de plus en plus d'investisseurs privés, on va dire individuels, en tout cas non professionnels, peuvent avoir accès à ce genre de vente. Première question, est-ce que finalement c'est intéressant? Parce qu'on se dit, on l'achète avant tout le monde. Est-ce que c'est forcément intéressant ou est-ce qu'il y a un risque? Alors, juste pour remettre un tout petit peu le contexte aujourd'hui, donc lorsqu'un projet crypto décide de se lancer, il y a plusieurs rounds de financement. On va avoir la seed, on va avoir les private sales, on va avoir ce qu'on appelle maintenant les KOL, les Key Opinion Leaders, qui sont alloués aux influenceurs, aux médias, etc. pour mettre en avant le projet. C'est un peu comme les startups, en gros, et c'est un peu le même fonctionnement. C'est ça, exactement. Sauf qu'à la place d'avoir des actions de l'entreprise, des parts de l'entreprise, on va avoir des tokens qui nous sont alloués. C'est quelque chose qui est en place depuis le début dans l'écosystème crypto et avant ce genre d'investissement n'était disponible que aux institutionnels ou aux professionnels de la finance. Donc on va parler par exemple de VC ou de fonds d'investissement ou de business angels qui eux ont énormément de fonds, énormément d'influence, énormément de contacts et donc les projets étaient prêts à leur donner ces tokens-là en retour se financer et ces personnes-là allaient les accompagner. Voilà, et tout le monde était content. Et là finalement c'est ouvert au plus grand nombre. Et là, en fait, de plus en plus de projets émergent parce qu'on a vu qu'au dernier bull run, ceux qui ont, entre guillemets, mangé le plus au dernier bull run, c'était ceux qui s'étaient positionnés avant que les tokens sortent. Puisque lorsqu'on investit en seed ou en private sale, on touche les tokens à un prix moindre que lorsqu'il sort sur les exchanges. Et là, toutes les personnes qui n'ont pas pu l'acheter, ils se ruent dessus et donc forcément, on réalise un multiplicateur de gains assez impressionnant. Le problème, c'est que énormément de particuliers se sont plaints de ce système en disant que ce n'était pas quelque chose d'équitable et qu'au final, c'était les grands institutionnels, les grands méchants. Qui servaient finalement du retail pour faire leur gain, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et donc, on a de plus en plus d'initiatives qui émergent. Donc, on a Echo qui a été monté par une personnalité de Twitter qui s'appelle Kobe, qui est là depuis le début, qui permet en fait à ces fameux KOL influenceurs, des personnes influentes dans la crypto, de mettre en place leur propre groupe privé sur l'application. Les projets peuvent venir déposer leurs propositions d'investissement et les gens qui font partie du groupe peuvent investir dedans. Et à côté de ça, on a également des influenceurs un peu plus au sens large qui ont accès à ce genre de propositions maintenant et qui font rentrer leur commu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet investissement qui est présenté comme une opportunité, on se rend compte qu'il y a déjà, de 1, plus de frais,
De deux, les conditions d'investissement sont très souvent très opaques. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le prix qui nous est proposé est réellement celui auquel l'influenceur va les toucher. On va avoir plus d'intermédiaires, donc plus de frais, moins de bénéfices. Et finalement, moins de qualité, puisque donc, la quantité, elle augmente. Les projets se rendent compte qu'ils peuvent gagner de l'argent très rapidement. Et on perd en qualité. Il nous reste très peu de temps, mais on peut retrouver des infos du coup sur Hawk Invest. C'est ça. Et d'ailleurs, qui continue sur son développement. Hein. Vous avez racheté le média Info Économique. C'est ça, exactement. Donc, Hawk Invest, c'est un média pour s'intéresser à l'investissement au sens large, crypto, bourse, immobilier. Et là, on a réalisé une opération. On a racheté un compte Instagram qui s'appelle Info Économique, qui nous permet en fait de diversifier notre activité, de parler un peu plus de tout ce qui se passe dans le monde de la finance, de la politique et globalement dans le monde. Eh ben, félicitations à vous. Bon, malheureusement, on n'a plus le temps pour continuer à parler des ventes privées, mais il y a des informations du coup sur le site de Hawk Invest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, du coup, Artem Siniaking, donc cofondateur du média Hawk Invest. Lilian Leiga, journaliste chez Cryptos, d'ailleurs, article aussi retrouvé chez Cryptost sur ces 3 histoires que nous a contées Lilian aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Demain, pas d'émission puisque c'est férié, mais on se retrouve jeudi à 15h. Bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.